Bonjour à tous, on se retrouve donc pour la 23e surprise du calendrier de l'Avent. Et pour aujourd'hui, on est en compagnie du capitaine Laloué et du capitaine Denis qui vont répondre Bonjour. à toutes les questions que vous leur avez posées sur les réseaux sociaux. Alors, première question, quels sont vos surnoms et d'où viennent-ils? Mon surnom c'est Vico. Alors bon, faut pas aller chercher très loin, ça vient de Victor, mon prénom, qui a dérivé avec le temps et voilà, qui a donné quelque chose de plus phonétiquement sympathique à la radio. Bonjour à tous. Voilà, moi ça vient tout simplement de mon nom, Denis. Donc Denis, petit à petit, ça fait D-Nice. D-Nice et du fameux film Bryce de Nice. Voilà, donc ça va pas chercher très loin, mais voilà, bon, on va dire que je m'en sors pas mal. Donc ces surnoms, ils sont officiels, vous les utilisez à la radio? Tout le temps entre nous. Oui, absolument. En fait, c'est des call signs, donc effectivement des surnoms qu'on va utiliser de manière opérationnelle parce que ça va bien passer à la radio. En général, ils sont choisis plutôt courts, en une ou deux syllabes. Et puis le but, c'est que, voilà, encore une fois, ça passe bien sur des radios qui sont parfois un peu de mauvaise qualité. On reconnaît immédiatement le surnom. Combien est-ce que vous avez d'heures de vol respectivement? Alors, j'ai réactualisé récemment à 3350. Et pour moi, juste un peu en dessous des 3000. Voilà, ça doit être 2950, quelque chose comme ça. D'accord, Voilà. donc c'est quand même un nombre assez conséquent. Et ces heures de vol, vous les avez réalisées principalement ici ou dans votre précédente affectation? Bah pour ma part, justement, plutôt avant, parce que j'ai eu un petit parcours chasse, un petit parcours transport. Et dans ces escadrons, on faisait plus d'heures de vol à l'année. Il faut savoir que nous, voltigeurs, on fait des entraînements qui durent de l'ordre de 20-25 minutes maximum. Et donc, du coup, en heures de vol, à la fin de l'année, bah, on a moins d'heures qu'un transporteur, par exemple, typiquement, qui va faire des liaisons qui vont parfois durer 4-5 heures en un seul vol. Ouais, voilà, surtout les avions qu'on a fait avant, depuis notre rentrée dans l'armée de l'air, même avant, hein, puisque moi pour ma part aussi j'ai fait un petit peu d'aéroclub avant, donc voilà, sur des petits avions comme les DR400, du Mirage, de l'Epsilon, de l'Alpha Jet, et puis du Cirrus aussi qu'on utilise régulièrement entre nos vols d'extra en meeting particulièrement. D'accord, donc c'est quand même assez varié. Et en parlant de vos affectations, est-ce que vous avez le droit de nous dire justement où est-ce que vous étiez avant et un petit peu plus sur votre parcours avant d'entrer à l'équipe de voltige? J'ai été breveté chasse et j'ai été affecté au 133 Belfort, qui est un escadron de reconnaissance, qui était un escadron de reconnaissance qui exploitait des Mirage F1 CR, un avion qui a été retiré du service il y a déjà quelques années. Et j'ai ensuite été affecté dans le transport sur TBM 700 à l'ETEC, anciennement ETEC, nouvellement ET60, qui est un escadron qui effectue des vols de liaison pour les autorités militaires ou civiles. D'accord. Et pour vous? Et pour ma part, donc pareil, breveté chasse, j'ai fait un petit peu d'instruction juste après le brevet à Tours, ensuite chasse sur Mirage 2000D à Nancy, ensuite un passage comme instructeur à Cognac, et pareil, un micro-passage instructeur en face de la piste ici à Salon de Provence, instructeur sur Cirrus avant de rejoindre l'équipe ici fin 2018. Donc en parlant d'instructeur, on a noté qu'il y avait plusieurs parcours pour devenir pilote de chasse, notamment EOPN ou direct, donc en passant par l'école de l'air. Est-ce que vous êtes justement EOPN ou direct? Nous, EOPN, plutôt carrière courte. Tous les pilotes de l'équipe plutôt carrière courte ici, voilà. Donc une carrière courte, c'est environ combien de temps? Une grosse vingtaine d'années. Oui, en moyenne, c'est ça. C'est un jeu de contrats qui sont renouvelés. Donc, disons que ça amène à des carrières qui vont durer entre 15 et 25 ans. Oui, maximum, c'est ça. Ok, donc là, vous avez déjà plus ou moins répondu à la question si vous aviez appris la voltige à l'armée ou en aéroclub. En fait, oui, on a tous fait de la voltige et on a tous fait de l'aéroclub avant, pour tous les pilotes de l'équipe. Maintenant, ici, c'est quand même de la voltige très avancée et on va dire qu'on reprend toutes les bases et sur un avion particulier. Donc, on va dire que... non, je ne vais pas dire qu'on réapprend tout, mais effectivement, c'est une voltige vraiment typée compétition. Il y a aussi l'aspect freestyle, donc on va dire on s'est mis l'eau à la bouche en aéroclub,
On en a fait dans l'armée puisque c'est obligatoire de faire de la voltige, mais c'est de la voltige vraiment, comment expliquer ça, plus utilitaire, c'est-à-dire dans le sens savoir manier un avion dans toutes les situations, en toute sécurité, et pouvoir garder le contrôle. Et ici, c'est vraiment faire de la voltige pour un public ou pour un jury au sol. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous pensez que c'est un prérequis ou en tout cas un plus pour quand on veut intégrer l'équipe d'avoir fait de la voltige avant? Ou au contraire c'est toujours un plus. Oui, ça peut pas être en tout cas négatif. C'est intéressant aussi d'être bien sûr qu'on aime ça, parce qu'entre l'idée qu'on s'en fait, parce que ça dégage une image positive, et puis ce qu'on peut ressentir dans l'avion, où il y a quand même des contraintes physiques, et on peut éventuellement se rendre compte que on n'est pas forcément fait pour ça. Donc ça, c'est rien que pour ça, c'est quand même intéressant d'avoir un petit vernis avant de se présenter. Et puis évidemment, quand on a quelqu'un qui a déjà gravi quelques échelons dans la compétition, ça peut aussi être intéressant chez nous de gagner un petit peu de temps et puis d'arriver tout de suite à un niveau un petit peu plus élevé dans la compétition. Donc en tout cas, c'est que du plus. De manière générale, est-ce qu'il y a des éléments qui sont éliminatoires ou rédhibitoires quand on postule, et au contraire des éléments vraiment que vous allez rechercher pour par exemple la recherche d'un nouveau pilote dans l'équipe? Les éléments rédhibitoires, ça sera plutôt du côté de l'administration, au niveau de la RH de l'armée de l'air, que ce sera fait. Nous, on ne va pas mettre beaucoup de filtres. On est d'ailleurs ouvert à recevoir des pilotes de toutes les sous-spécialités, chasse, transport, hélicoptère. Et après, par contre, ce qu'on va regarder, alors il y a beaucoup de choses, parce que il y a une composante, évidemment, une dimension humaine. Il va falloir que ça matche bien avec l'équipe, parce que derrière, il y a un fonctionnement d'équipe important tout au long de l'année. Et sur le côté plus technique, ce qu'on va chercher, c'est quelqu'un qui va avoir un petit peu l'ambition de compétiteur, la petite flamme qui fait qu'il va avoir envie de travailler toute l'année pour remettre son ouvrage encore et encore, pour aller gratter des petites choses qui vont faire de lui un meilleur pilote à la fin. Donc il faut avoir cette ambition d'aller se remettre en question. Ouais, c'est ça. Et d'aller effectivement toujours de l'avant pour s'améliorer sans cesse. Voilà. Est-ce que vous avez intégré l'armée directement après votre bac? Vas-y, je t'en prie. Moi j'ai fait des études après le bac, voilà, des études, une école prépa. Vous avez fait quoi? Maths P. D'accord. Même si ça m'a pas forcément servi, on va dire, directement pour le concours européen, mais voilà, j'ai fait ça en plus pour, on va dire, qui peut le plus, peut le moins, et puis ensuite j'ai passé le concours européen et je suis rentré dans l'armée juste après mes années de prépa. Voilà. Alors moi c'est un peu le même profil, c'est-à-dire que j'ai passé 2 ans à la fac en DUG sciences de la matière, qui n'a plus existé depuis, et puis voilà, je me suis présenté donc 2 ans après le bac. En hiver on fait un petit peu plus de gamme, voilà, c'est l'occasion aussi de tester entre guillemets des choses, c'est-à-dire vraiment voir typiquement le volume que prend une telle ou telle figure. Voilà, vraiment des figures à travailler individuellement. Voilà, c'est l'occasion de faire ça. Et puis faire des assemblages un petit peu je ne vais pas dire atypiques, mais dont on n'a pas l'habitude, pour justement se préparer à tous les programmes, toutes les éventualités en compétition l'été. D'accord, donc des gammes, c'est des petites séquences? Soit des figures de manière individuelle, soit des petites séquences, effectivement, d'un enchaînement de 3 figures, voir effectivement ce que ça peut donner. Pareil au niveau volume, au niveau énergie et placement dans le box. Ouais, c'est ça, de manière générale, on va plus décortiquer le vol. En fait, il va y avoir quelque chose d'un peu progressif tout au long de l'hiver, où on va partir de travailler le détail, la sous-figure dans la figure, qu'on va ensuite incorporer dans la figure, pour ensuite composer des petits programmes, puis des plus gros programmes, pour à la fin pouvoir brosser un peu l'éventail des figures possibles, pas avoir d'impasse sur le catalogue Aresti, donc qui est le catalogue des figures posables en voltige de compétition. Et puis voilà, on va encore une fois, comme le disait Bryce au départ,
faire des gammes de figures isolées qu'on va assembler au fur et à mesure. Et il vous faut combien d'heures d'entraînement par semaine pour arriver à la fin de la saison, enfin au début de la saison, du coup, à un programme fini et prêt pour les compétitions? Alors nous, c'est ce qu'on dit souvent, en fait, on ne fonctionne pas en heures de vol, c'est vraiment des périodes d'entraînement intensives, alternées avec des périodes un peu plus calmes, voire de repos. Voilà, parce que si on vole toute la semaine 2 fois par jour, comme ça, sans arrêt, on va vite s'épuiser en fait, parce que c'est des vols assez fatigants, et arriver au final, début de saison, voire juste avant les échéances, déjà fatigué. Donc voilà, c'est vraiment trouver un équilibre entre un maintien de compétences et puis s'améliorer, s'améliorer et avoir ce maintien de compétences juste avant les échéances importantes. Voilà, donc on va dire qu'on a en gros je sais pas, 7-8 semaines intensives, on va dire de février jusqu'à mai-juin, avant on va dire la première vraie échéance qui est le championnat de France, en général à la fin juin, où on fait vraiment 2 vols par jour pendant 5 jours toute la semaine, et puis entrecoupé de semaines un petit peu plus light, entre guillemets, là où on fait un vol par jour, ou alors du sport, des choses un petit peu différentes. Au niveau des heures de vol à l'année, est-ce que c'est vous qui gérez en fonction de vos besoins, ou au contraire, est-ce que on vous a alloué un certain nombre d'heures à l'année et vous devez composer votre planning en fonction de ces heures qu'on vous a allouées? Alors on alloue un bloc d'heures à l'ensemble de l'unité. Donc on est limité en maximum d'heures de vol, mais qu'on va ensuite dispatcher sur les différents pilotes en fonction des différents besoins. Donc on va avoir la latitude qu'il faut, puisqu'on aura de toute façon nous-mêmes dimensionné ce bloc d'heures en début d'année. Donc on aura ce qu'il faut pour un entraînement satisfaisant de manière individuelle. Et chacun effectivement se gère entre guillemets en fonction de son état et de sa progression. Voilà. Pour encaisser les changements de jet, donc très rapides entre les jets positifs et négatifs, comment est-ce que vous vous entraînez pour ça? Eh bien, il y a plusieurs choses. Il y a l'accoutumance. C'est quelque chose qu'on pratique au quotidien, donc le corps va s'habituer. Quand on a une interruption, hein, je ne sais pas pour toi, mais on arrête 2 semaines, là le vol de reprise, on a des petits papillons dans les yeux. Ouais. Et puis il va falloir, on sait que voilà, le corps va devoir se réhabituer un petit peu à subir ces contraintes. Donc il y a le côté accoutumance, il y a le côté sport, la bonne condition physique générale, l'hygiène de vie et le sport qu'on fait à côté qui vont aider le corps à se défendre. Et puis après, il y a les manœuvres musculaires, les contractions qu'on a développées, qu'on a appris à faire et qui sont devenus des automatismes et qu'on va faire donc, au bon moment du vol. Et ça, du coup, c'est vraiment ce qui fait toute la différence. C'est pour ça qu'on peut se passer assez aisément du fameux pantalon anti-jet. C'est parce qu'en fait, le plus efficace pour lutter contre le voile noir, c'est encore ça, c'est les contractions musculaires sur le bas du corps. Les abdos, voilà. On contracte les abdos, voilà, au moment, juste avant il y a des gros jets positifs. Et puis on le maintient pendant l'accélération. Et effectivement, l'accoutumance et le repos, ils sont aussi pour nous. Donc là, c'est au niveau des voiles noirs et du coup des voiles rouges, comme on peut les appeler. Mais est-ce que vous avez aussi parfois, quand vous arrêtez et que vous reprenez après une petite période, le mal de l'air, tout simplement, la nausée? Ça vous arrive encore, ou ça, c'est vraiment quelque chose qui finit pour l'éternité? Non, moi non plus. C'est effectivement, après des périodes et des courtes périodes de pause, c'est vraiment cette résistance au jet. Et en fait, le corps se déshabitue assez vite, justement, à encaisser ces fameux jets. Voilà. Mais ça revient après, ça revient assez rapidement. Et puis, pareil, le sport aussi aide. Pour ma part, ça m'aide aussi beaucoup, puisque j'ai pas non plus, on va dire, un physique très adapté. Hein, voilà, pour faire de la voltige, il vaudrait mieux être petit et trapu. Voilà, donc quand on est plutôt grand et mince comme moi, on essaie de compenser par le sport. Voilà. Est-ce que vous avez une figure favorite? Une figure favorite, alors moi en meeting, c'est tout bête, mais j'aime bien faire des dessins dans le ciel.
et en particulier faire un smiley, un bonhomme sourire, Pas le cœur. en faisant une grande boucle puis une plus petite à l'intérieur pour faire les yeux et la bouche. Et ben ça fait toujours sourire les gens, ils adorent ça. Donc bon, voilà, c'est tout simple à faire, mais j'aime bien. C'est mignon. Moi, pareil en freestyle, ce que j'aime bien, ça s'appelle la savonnette. Voilà, c'est une figure où en fait on monte à la verticale et on transforme une rotation sur l'axe de tangage progressivement à une rotation sur l'axe de lacet. Voilà, c'est assez doux dans l'avion, mais voilà, il y a vraiment cette sensation d'être sur une tête d'épingle et de piloter vraiment, d'avoir on glisse un petit peu là dans l'avion. Là, c'est assez étonnant. Voilà. J'espère que vous aurez l'illustration aussi de cette figure. Pour voir ce que ça donne, Voilà. évidemment. J'ai une dernière question et je vous libère. Cette question, elle est pour vous. Est-ce que vous allez garder votre moustache toute l'année? Ben, j'y On pense. s'habitue, on Ouais, c'est ça, mais s'habitue. moi le premier parce que je la vois pas à part quand je me rase le matin, et si ma femme est d'accord, peut-être qu'elle sera encore là le mois prochain, ça dépend que d'elle. On verra bien, alors faudra faire d'autres vidéos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Avec plaisir. J'espère que ça Merci. vous aura plu aussi. N'hésitez pas à nous le dire si c'est le cas et passez un joyeux Noël. À bientôt. Joyeux Noël, à bientôt.